Il y a des films qu'on est obligé d'aimer, sinon c'est qu'on manque de goût ou qu'on n'a rien compris. Ça fait bientôt 2 ans qu'on parle de cinéma, qu'on essaye d'être crédible, du coup il y a des avis qu'on s'est bien gardé de vous dire. Mais aujourd'hui, à bas les masques, il y a des films adorés par la critique que l'on a détestés. Et on en a marre de voir tout le monde les saucer, donc il faut qu'on vous en parle. Alors avant de commencer, on vous prévient, il risque d'y avoir un petit peu de mauvaise foi, mais c'est pour rendre la vidéo plus rigolote, alors tu attends la conclusion avant de poster ton commentaire. Oui bon allez ça va Nox, ils sont pas bêtes, lance la vidéo. Pourquoi j'ai détesté Joker ? Dit comme ça a l'air absurde. Tout le monde adore le Némésis de Batman, le symbole du chaos qui ne vit que pour voir le monde brûler. D'un simple clown dans les premiers films, il est devenu un icône du cinéma, incarné par les plus grands des acteurs. En 2019, quand on lui dédie sa propre histoire, tout le monde saute partout. 240 millions au box-office le week-end de sa sortie, il monte jusqu'à 1 milliard. Pour seulement une soixantaine de millions en budget, alors hors marketing, c'est phénoménal. Un triomphe planétaire que tout le monde acclame, sauf moi. Bon alors c'est vrai, sur le plan technique, c'est un chef-d'œuvre. Le réalisateur Todd Phillips, que vous connaissez pour Very Bad Trip, sait faire des beaux plans. La composition est magnifique, la lumière est splendide, chaque image pourrait être son propre poster. On sent vraiment l'envie de se rapprocher de l'ambiance des vieux films de Scorsese, principalement de la Valse des Pantins, dont l'histoire en est une reprise assumée. On a même un caméo de son rôle principal, Robert De Niro. Mais la vraie star, c'est Joaquin Phoenix. Son interprétation du clown est stellaire, touchante, très juste, avec un rire inoubliable. Le film transmet bien son point de vue, on ressent ce qu'il ressent. Et c'est la force de Joker, l'expérience qu'il propose est prenante, elle nous secoue, elle nous prend aux tripes, ça le rend captivant. Sur la forme, c'est parfait, mais le reste, bon. Arthur Fleck est un clown de Gotham qui souffre d'un traumatisme crânien depuis que le copain de sa mère l'a tabassé alors qu'il n'était qu'un enfant. Un problème neurologique qui le fait éclater de rire n'importe quand, sans raison. C'est dur, surtout que son rêve, c'est de devenir un humoriste connu. Malgré tout, il persévère, mais à chaque fois, le monde lui marche dessus. On lui casse la gueule, on se moque de lui, il craque. Il finit par se libérer de ses chaînes et tue tous ceux qui lui font du mal, jusqu'à devenir le symbole de la révolte à Gotham. La police l'attrape, mais les émeutiers le libèrent, son triomphe est total. Wouah, ça a l'air subtil et profond et société, mais en fait, pas du tout. Si Joker a impressionné tout le monde, c'est surtout parce qu'il se détache de l'univers des super-héros pour se rapprocher du thriller psychologique à la Taxi Driver ou American Psycho, avec un héros instable qui questionne le bien et le mal. Sauf que dans ce genre-là, ce qu'il propose est ultra vu et revu. Rien n'est vraiment subtil. Arthur se fait rabaisser, scène suivante il pète un câble ou alors il se met à danser tout seul, et une fois, bon ok ça va, mais au bout de 4, ça va, on a compris, merci beaucoup, c'est beaucoup. Le film a comme un besoin vital de tout nous expliquer. À un moment, le gouvernement coupe dans les aides et Arthur ne peut plus recevoir ses médicaments. La scène est forte, ok, c'est prenant, c'est beau, quand soudain, son assistante sociale lui dit « Il s'en fiche des gens comme vous ». Alors oui, merci beaucoup, en fait j'avais compris le message, c'était sous-entendu dans la scène, et en fait donc pas besoin de me l'expliquer, enfin je suis intelligent vous savez en fait. Tout ça rend la progression assez prévisible et bizarrement rythmée. Mais mon vrai problème, c'est que c'est pas un film Joker. À un moment, on apprend que en fait Arthur est le fils illégitime de Thomas Wayne. Il tente de le retrouver, mais tout ce qu'il reçoit, c'est un pain dans la gueule. On sent que le film veut créer un nouveau parallèle. Batman et le Joker étaient frères depuis le début, les deux faces d'une même pièce. À la fin, au milieu de l'émeute que Arthur a créée, un des clowns suit la famille Wayne dans une ruelle et abat les parents devant le petit Bruce. Joker a créé Batman. Bon, Tim Burton avait déjà eu la même idée 30 ans plus tôt, mais ok, ça peut être cool. Le problème, c'est que le film ne parle pas de ça. Quand je la raconte comme ça, c'est cool, mais toute cette trame, elle est extrêmement secondaire. Ça n'apporte rien au thème et on passe moins d'un 5e de l'intrigue dessus. On aurait réellement pu retirer les Wayne du film et les remplacer par, je sais pas, des random riches et ça n'aurait rien changé. Là, ça ralentit l'histoire et ça la rend encore plus confuse. D'un côté, Joker veut se détacher des films de super-héros, mais de l'autre, il est constamment en train d'y faire référence. On ne sait jamais ce qu'il veut faire, et à mon avis, lui non plus. Parce que contrairement à tout le marketing qu'on a eu, il ne peut pas être la vraie origin story du Joker. Arthur Fleck a tué un présentateur télé en direct déguisé en clown. Il y a juste aucun mystère sur qui il est. Batman n'aurait eu aucun problème à le retrouver. En fait, juste la même histoire, mais sans parler de Batman ou du Joker, avec juste Arthur
Arthur, un citoyen comme ça qui craque, ça aurait été beaucoup mieux. Ou alors, si vraiment vous voulez faire un film là-dessus, alors ramenez Batman pour de vrai. Dites que c'est par exemple à cause de lui que Arthur perd son boulot et se fait maltraiter. Genre une vraie remise en question du super-héros d'un point de vue du citoyen ordinaire, un petit peu à la genre à la The Boys, ça aurait pu être fou. Regardez The Boys. Le film ne sait pas qui il est, ni ce qu'il veut faire. Le résultat, c'est que son discours est très bizarre. Il nous montre clairement le parcours d'un homme trahi par le système tout entier. Un peu comme ce que fait Nolan dans The Dark Knight, il veut faire du Joker un symbole, la conséquence des injustices de la société. C'est ce qu'il dénonce sur le plateau télé. Si on avait été gentil avec Arthur, il n'aurait jamais rien fait de mal. Y a plus aucune bonne manière. Le problème, c'est que au final, Arthur gagne. Grâce au Joker, il se libère. Célébré par tous, dansant sur le doigt d'une voiture de police, il est devenu celui qu'il a toujours rêvé d'être. D'un coup, le message c'est plus regardez comment un homme devient un monstre, mais plutôt voilà comment un homme a découvert son vrai potentiel. Donc en gros, merci la société de l'avoir tabassé et privé de l'aide dont il avait besoin, parce que voilà, qu'est-ce que tu veux dire film? Il essaye d'être profond, de réfléchir sur le système et ses injustices, mais il ne construit rien et n'apporte aucune solution. Son message c'est juste soyez violents, ça résoudra tous vos problèmes. Et ben super, trop bien. Bref, si vous voulez voir une vraie bonne déconstruction du mal, allez plutôt voir Breaking Bad. Pourquoi j'ai détesté Reservoir Dogs? Je vous rassure, comme tout bon youtubeur cinéma, j'adore Quentin Tarantino. Après tout, aujourd'hui, c'est sûrement le réalisateur le plus populaire avec Nolan ou Scorsese. Y a même des fan clubs de lui sur le net. On le connaît pour Kill Bill 1 et 2, ce film de ouf qu'est Django Unchained, et surtout Pulp Fiction. Une histoire chorale sanglante et burlesque sur plusieurs truands de Los Angeles, puissant, novateur, terriblement efficace. J'exagère pas, hein, ce film il a révolutionné le cinéma tout entier. Chacun de ces films est encensé par la critique, au point où j'ai décidé de tous me les faire. Et c'est vrai, c'est très bon, sauf un, son tout premier, Reservoir Dogs. 8 gangsters de Los Angeles tentent de voler des diamants, mais leur coup se passe mal. Le film commence alors que l'un d'entre eux, Mr. Orange, se vide de son sang à l'arrière d'une voiture. Son partenaire, Mr. White, l'amène dans un hangar abandonné en attendant le reste de l'équipe. L'un d'entre eux arrive et dit que la police les attendait. C'est sûr, il y a un traître dans l'équipe. Un début électrique, on nous plonge directement dans le film, une véritable prouesse. Et le problème, c'est tout le reste. Presque toute l'histoire se passe dans le hangar. Les personnages parlent, mais il ne se passe pas grand chose. Bon, j'ai rien contre les huis clos, hein, j'ai adoré les 8 salopards, mais là ça se voit qu'il l'a fait 23 ans plus tard. Là c'est trop lent, avec une mise en scène minimaliste, sérieux j'ai l'impression de regarder du théâtre filmé. Heureusement on a quelques passages à l'extérieur, des flashbacks dans le désordre qui nous permettent de comprendre comment on en est arrivé là. C'est la marque de fabrique des Tarantino, les histoires non linéaires. On commence au cœur de l'action, puis on distille le contexte plus tard, seulement quand on en a besoin. C'est ce qui fait la force de Pulp Fiction. Les scènes sont arrangées pour maximiser l'impact symbolique de l'histoire, mais on sent que dans Reservoir Dogs, ils se cherchent encore. Les flashbacks arrivent un peu n'importe quand, et soit ils sont trop rapides, soit ils sont trop longs. Ça donne au film un rythme assez chaotique. Finalement, on apprend que le traître c'est Mr. Orange. Depuis le début, celui qui se vide de son sang sur le sol, c'est un policier sous couverture. Tout le monde le suspecte, sauf Mr. White qui croit fermement en son innocence. La tension monte, ça finit en impasse mexicaine et tout le monde meurt. La police arrive, Mr. White, ravagé et aux portes de la mort, tire sur Mr. Orange avant de se faire abattre à son tour. Le but du film, c'est de nous montrer l'envers du décor, tout ce qu'on ne voit pas dans les autres histoires de gangsters, les galères, les doutes et les erreurs. C'est intéressant, hein, mais cette idée, on la comprend dans les 20 premières minutes du film. Du coup, à ce moment-là de l'histoire, même si ce qui se passe est très cool, moi j'étais déjà à moitié en train de dormir. Bon, honnêtement, Reservoir Dogs, c'est pas un mauvais film, mais on sent que c'est un coup d'essai. De bien des manières, c'est un prototype de Pulp Fiction. Les dialogues extensifs et banals qui posent une ambiance, des segments non chronologiques et des acteurs très libres qui portent le film. Plusieurs d'entre eux sont même dans les deux films. Mr. White, c'est Wolf, tandis que Mr. Orange joue le braqueur du restaurant. 23 ans plus tard, il reprendra même presque exactement son rôle dans Les 8 salopards. Le truc, c'est que Pulp Fiction est plus actif. On n'est pas coincé dans un hangar et on explore plus de thèmes. Bon, j'ai toujours du mal à voir des gens dire que Reservoir Dogs est le meilleur Tarantino. Mais c'est le meilleur Tarantino. Bon Miley, c'est ma partie, tu me laisses dire ce que je veux. Soyez réaliste. Pour l'époque, oui, c'était cool, mais il a fait bien mieux après. J'ai pas raison la team ou quoi? Bon vous savez quoi, si vous êtes pas d'accord avec moi, vous avez qu'à vous abonner à la chaîne YouTube Cinématrash, parce que de toute façon, 70% des gens qui nous regardent ne sont pas abonnés, et moi je déteste les gens qui s'abonnent, hein. Alors là, attention, hein, parce que là, vous allez vraiment me faire chier, hein. Allez, allez, on passe à la suite. Pourquoi j'ai détesté Inception?
Oui, bah Christopher Nolan, c'est de la branlette intellectuelle. C'est l'argument qu'on sort tout le temps. Et je suis à moitié d'accord. D'un côté, c'est un cinéaste talentueux qui nous a livré un magnifique Dunkerque, un brillant Memento et sa vision philosophique de ce que nous sommes. De l'autre, Tenet, ça s'écoutait quand même beaucoup parler. Et pourtant, mon film préféré, c'est Blade Runner. Le gros cerveau, tout ça, j'adore ça normalement. Son film qui me pose le plus problème, c'est Inception. L'histoire de Cobb et son équipe qui, globalement, essaient de récupérer des secrets industriels en rentrant dans les rêves des gens. Ça dégénère et finissent par rentrer dans des rêves, au point où on sait plus s'il est réveillé ou non. Je l'ai vu ado, en même temps que Fight Club ou Shutter Island, et à l'époque, j'ai trouvé ça pas trop mal. À part le fameux jeu de Cotillard, le film me dérange pas plus que ça. Même la fin, que tout le monde peut reprocher à Nolan, la musique de Hans Zimmer à fond, les actions permanentes, le scénario compliqué pour rien, je trouve ça plutôt ok. Mon vrai problème, c'est que pour moi, il traite très mal le concept du rêve. Un comble, c'est quand même le premier film auquel on pense quand on parle de ça. Pourtant, l'inconscient est une part énorme du cinéma. Des centaines de films en parlent, les Buñuel, Lynch, même Dupieux ou Argento, je me souviens à la fac que j'avais même des cours là-dessus. Mais là, c'est pas ça, la vision du rêve qu'il nous donne est cadrée, très régulée, on n'a pas l'impression d'explorer l'esprit de quelqu'un, juste de pénétrer dans un monde un peu différent du nôtre, juste là pour caser un maximum d'effets spéciaux. Inception, oui c'est beau, c'est impressionnant, surtout sur le grand écran, mais conceptuellement, ça reste assez basique. Plein d'experts en parlent, un rêve n'est pas censé être rationnel. Pour moi, tout le monde est trop lucide, en contrôle, jamais on est emporté dans le subconscient des esprits qu'on explore. Dans le même genre, Paprika par exemple a fait beaucoup mieux. Il utilise l'animation pour tordre la physique et briser toutes les barrières logiques. On est vraiment dans un voyage psychique qui explore en profondeur le rôle des rêves et leur puissance. Inception, lui, ne l'utilise que comme un outil, pour créer par exemple des scènes d'action qui sont visuellement folles, ou pour certains des situations faussement compliquées. Mais ça c'est un avis très personnel, c'est une attente. Et la fin d'Inception, dont tout le monde parle, est pas si dure à comprendre. Si t'as suivi le film et que t'as fait un minimum attention aux objets, bah alors tu l'auras. Fondamentalement, moi, elle me dérange pas. On a l'habitude de voir Nolan jouer avec son spectateur. Dans Interstellar ou Memento, ça marche même très bien. Ce qui m'énerve là, c'est qu'on dirait que le film te crie « Regarde comment je suis profond et intelligent ». Pas débile, mais pas révolutionnaire non plus. Après, oui, c'est pas le seul à se donner des airs. J'ai le même problème avec Usual Suspect. Oui, je souhaite me mettre le monde à dos. Je me désolidarise de cette vidéo. Oh ça va, parce que toi, tes avis sont pas désastreux peut-être. J'aime bien les films à twist. Oldboy, Donnie Darko, ils ont des messages forts. Ils utilisent leur retournement pour changer toute notre perspective de ce qu'on croyait être vrai. Mais Usual Suspect, c'est juste un film de braquage compliqué. Beaucoup trop compliqué pour rien. C'est construit pour être cool quand tu le regardes pour la première fois. Mais dès que tu y réfléchis 5 secondes, tout s'écroule. Si à n'importe quel moment le policier se serait retourné pour regarder ce qu'il y avait derrière lui ou soulever sa tasse, ce qui, dans un interrogatoire de plusieurs heures, est probable, Kaiser Soze se serait juste fait avoir direct. Tout n'est qu'artifice. Des scènes marquantes, mais complètement illogiques. Ça a l'air intelligent, mais au final, ça dit pas grand-chose. Sur internet, c'est un réflexe de parler mal. Et oui, ne croyez pas qu'on lit pas les commentaires. Mais au lieu de cracher sur les avis des autres, on ferait peut-être mieux de les célébrer. Ces désaccords nous remettent en question. Ils nous forcent à donner de la profondeur à nos goûts et donc à mieux nous connaître, aussi bien nous-mêmes que les autres. Je suis pas d'accord avec tout ce que Miley a dit, mais sa vision est le produit de tout ce qu'elle est et de tout ce qu'elle a vu. En respectant son avis, j'apprends à mieux la connaître. Les films servent à ça. Ils créent le débat et nous forcent à penser ensemble à des problèmes complexes. Ils encouragent la discussion et le lien avec les autres. Alors parlez des films, tous les films, ceux que vous aimez, ceux que vous aimez pas, donnez vos avis et intéressez-vous à ceux des autres. C'est ça aussi le plaisir du cinéma. Merci de nous avoir écoutés, c'était Théromique, Nox et Miley. On espère que vous nous connaissez un peu mieux maintenant. Si ce format vous plaît, abonnez-vous, dites-le nous en commentaire, lâchez un like. À la prochaine.